Fidèles téléspectateurs de Géopolis TV, bonjour et bienvenue à Géopresse, votre émission d'analyse et de décryptage de questions liées à la gestion de l'État, à la gouvernance publique et à l'économie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur deux sujets très importants qui défraient la chronique. Il s'agit de 9e jeu de la francophonie et du sommet Russie-Afrique. Pour parler de ces sujets, j'aurai le plaisir de recevoir deux journalistes. J'ai à ma droite, Fiston Oleko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, et à ma gauche, à votre droite, bien sûr, Patrick Ilunga, également journaliste à Géopolis Forum. Bonjour à vous. Bonjour, Jojo. Bonjour, Jojo Moulamba. Bonjour aussi. Bonjour, Fiston. Très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. On va commenter les deux sujets que je viens d'annoncer, le 9e jet de la francophonie qui vient d'être lancé en République démocratique du Congo hier vendredi 28 juillet par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis on va aussi aborder un sujet aussi très intéressant, c'est le sommet Russie-Afrique où la RDC, le président de la République, a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Alors, pour démarrer, nous allons suivre ce qu'a été le lancement de cette 9e édition du jeu de la francophonie afin de nous mettre un peu de l'eau dans la bouche. L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est dessus tout un pays fréquentable. Abriter cette 9e édition de Jeux de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi-comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais Fornia Sigwe, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces Jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ces instants avant de lancer officiellement les Jeux. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Ce mot du président Tshisekedi ont laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. Danse, art dramatique, musique, sap et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville hôte ont composé un cocktail artistique haut en couleurs qui a fait trembler le mythique stade de Martyrs de la Pentecôte. Kinshasa sera le temps des Jeux la capitale de la francophonie. Impossible n'est décidément plus un vocabulaire congolais. Le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. Voilà, merci à la régie pour cet élément. Fiston Oleko, je commence avec vous. Vous êtes d'ailleurs accrédité à ces Jeux.
cette cérémonie qui était une cérémonie haute en couleur. Quel sentiment avez-vous de voir la RDC organiser pour la toute première fois le jeu de la francophonie? On dirait même que c'est le deuxième grand événement que le pays puisse organiser. Le premier, c'était le combat du siècle, donc du XXe siècle, aller contre Foreman. Quel sentiment avez-vous de voir cet Merci événement? beaucoup, Jojo Moulamba, pour cette première question. En tant que patriote, ce n'est que le sentiment patriotique qui remonte à moi. Moi, j'étais au stade hier, comme vous avez dit. À un moment donné, vous voyez l'émotion commence à remonter et vous avez envie de pleurer parce que, disons-le franchement, c'est la première fois depuis que le Congo est Congo, indépendant, depuis aujourd'hui 63 ans que nous sommes indépendants. On n'a jamais organisé un tel événement et avec une telle organisation parce que ça rappelle justement comment est-ce que l'ouverture de la cérémonie de la Coupe du Monde a été organisée au Qatar en 2022. Donc c'est un sentiment de joie, Ça apparente un peu. Ça apparente un peu, oui, justement. Et c'est un sentiment de joie et il faut dire que la différence encore à dire ou à placer entre 1974 avec Ali Foreman et ces Jeux de la francophonie. Bien sûr, il y avait un grand événement qui avait mobilisé beaucoup de pays, beaucoup de Congolais, beaucoup des nations et beaucoup d'activités aussi, parce qu'il y a eu autour de ça des kermesses et tout, des grands concerts. On a vu même des James Brown jouer ici. Oui, Mais oui. ça, avec ça, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de nations. C'est tous les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, la communauté francophone du monde, qui est là. On a vu des délégations des pays défiler, c'était énorme. Et ici, il faut dire que l'État congolais a fait un travail énorme et ce n'est qu'un sentiment de patriote qui remonte à moi. C'est encore, on va dire, un sursaut patriotique qui dosait d'une fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo. Patrick Ilunga, vous avez aussi la même fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo et ces mêmes sentiments patriotiques. Voilà, une cérémonie très magnifique. Bien sûr, donc je crois que c'est une fierté. Bon, c'est vrai qu'en tant que journaliste, de temps en temps, devant la caméra, il faut taire ses appartenances, mais au-delà de tout, on est congolais, donc c'était une très très grande fierté d'appartenir à cette nation, parce que bon, depuis toujours, nous qui approchons peut-être la quarantaine, on a toujours grandi avec le discours de Mboke Zabiente, Mboke Amalamte, toujours de crise. Mais pour une fois qu'on pouvait rassembler le monde entier autour de la nation congolaise, autour d'un événement important, et puis bien organisé, en tout cas pour la première journée, ça a donné des très très belles impressions. Je crois que les jeux, d'ailleurs avant de parler de ces jeux-là, c'est vrai qu'en termes de délégations qui arrivent en RDC, c'est la première fois qu'on organise une très très grande, on va dire un très grand événement de cette trempe-là. Mais le Congo, c'est le Congo aussi de la grandeur, parce que vous avez bien fait de rappeler le combat Ali Foreman. Oui. Ce combat-là venait en fait s'appuyer sur un festival de musique qui était déjà là avec les James Brown, les Myriam Makeba. À l'époque, d'ailleurs, c'est Bob Marley qui était vivant. C'est lui qui n'était pas de la fête, donc c'était presque le grand absent. Donc, chez nous, il y avait Kinshasa, oui, Kinshasa, c'était déjà un peu la capitale de la musique mondiale avec cet événement-là. Et après, bon, comme Mobutu savait aussi faire des grandes choses, entre guillemets, il a dû inviter les Don King et Ali et Foreman, qui étaient tous des Américains, mais ils cherchaient un sponsor. Donc, ils ont trouvé en Mobutu le mécène qu'il fallait. Donc, c'était un travail très, très important. Mais il ne faut pas oublier non plus que le roi Pelé, le fameux roi Pelé et l'équipe de Brésil sont déjà venus ici et ils ont joué avec les Léopards au stade Tata Raphaël et on sortait justement de la grande défaite de 9 buts, je crois, à 0 contre la Yougoslavie. Mais contre le Brésil, la RDC a résisté. Je crois qu'ils ont perdu simplement 3 buts contre 0. Donc c'était aussi un grand événement. Le Congo, en tout cas, on se rappelle peut-être des événements malheureux, mais en termes de grands événements aussi dans l'Afrique centrale, on a déjà organisé beaucoup de choses. Il nous manque peut-être la CAN qu'il faut faire. Donc,
C'était une parenthèse, mais les jeux, en réalité, les jeux ont une histoire. Le jeu de la francophonie ont une histoire, c'est la 9e édition, et c'est seulement pour la première fois que l'Afrique centrale organise ça. Oui. Et en Afrique centrale... C'était en Afrique de l'Ouest, oui, c'était avec la Côte d'Ivoire en 2017. Donc c'est seulement pour la première fois que l'Afrique centrale organise. Le Maroc a déjà organisé ça à 2 reprises, l'Afrique de l'Ouest avec le Niger, la Côte d'Ivoire, tout ça, et même l'Afrique, on va dire le côté des îles et consorts, Madagascar a déjà organisé ça, mais en Afrique centrale, il n'y a pas que la RDC qui est francophone, il y a le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, la RCA, il y a même le Burundi aussi qui est francophone, mais maintenant, c'est la RDC qui a montré une autre, on va dire, une autre facette d'un grand pays, parce que généralement, quand les voisins avec qui parfois on a maille à partir, quand on se chamaille, ils disent, bon, vous êtes grand en apparence, hein, mais là, on a montré vraiment qu'on était un grand pays qui pouvait faire des grandes choses, comme disent les musiciens, faire des choses toujours avec grandeur. Moi, je pense simplement que c'est exactement ça, le changement de narratif. Il ne faut plus le faire avec le discours. Parce que le discours, et même je n'ai pas aimé que les autorités rappellent à toutes les délégations qu'on est en guerre. Non. Voilà. Oui, Patrick Lunga, on va entrer dans le sujet, on va aborder aussi ces différents aspects. Mais Fiston Leko, déjà, d'aucuns ne croyaient que la République démocratique du Congo parviendrait à lancer ces jeux. Il y avait beaucoup d'hésitations et en dépit surtout de difficultés financières et sécuritaires auxquelles la RDC fait face, les jets sont lancés. Alors, on peut dire que c'est un signe d'espoir. Et pour montrer qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas que la violence, il n'y a pas que de guerre, mais on peut aussi vivre en paix, en joie. Oui, on peut aussi vivre en paix. Et d'ailleurs, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo qui est en guerre. Il faut toujours le rappeler, bien que quand ça touche une partie du pays, ça touche tout le pays. Si vous avez mal au ventre là... Justement, mais il ne faut pas dire que la République démocratique du Congo, dans son entièreté, on ne peut pas vivre, on ne peut pas quand même penser à organiser, par exemple, de tels événements. C'est un jeu de l'espoir, déjà on l'appelle comme ça, parce que on devrait quand même, c'était un défi que la République démocratique du Congo a su montrer, a su relever, a montré qu'au Congo il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des discours négatifs, il n'y a pas que des discours de lamentation, il n'y a pas que de pleurs, mais il y a aussi un côté résilient, un côté d'un peuple qui peut faire des choses qu'on a montré hier. Et il faut dire que le contexte était très compliqué. Nous sommes dans un contexte d'abord de l'insécurité à l'Est. Car qui dit insécurité dit c'est beaucoup de moyens qui doivent être alloués pour soutenir l'effort de guerre. Nous sommes dans un contexte des élections. Il faut dire ça aussi. Le gouvernement a dû faire des choix cornéliens pour arriver à organiser ces jeux à une telle envergure. Il faut dire aussi que ces jeux-là sont organisés ou s'organisent surtout en termes de préparatifs des infrastructures. La plupart des infrastructures qu'on va utiliser ou qu'on utilise déjà dans le cadre de ces jeux n'existaient pas avant, surtout dans les cadres sportifs. Vous avez au stade des Martyrs, dans les complexes sportifs des stades des Martyrs, on a eu des gymnases jumelés où on a 2 stades où ce sont des stadiums multisports où on peut organiser beaucoup de compétitions, même des arts martiaux. On a un stadium de basket couvert qu'on n'a jamais eu depuis que le Congo est Congo. Et c'est la toute première fois que la République démocratique du Congo... Ultra moderne. La République démocratique du Congo a aéré. Moi j'étais là, j'ai vu ça. Et c'est quand même extraordinaire. C'est comme si c'est comparable à ce qu'on voit souvent avec d'autres pays, notamment... les États-Unis. Vous pouvez aller là-bas, passer du temps avec votre compagne et suivre les matchs comme ça s'est fait ailleurs. Oui. Et il faut dire que c'est vraiment le fruit d'un effort très considérable que le gouvernement a fait au regard du contexte, au regard de toutes les préoccupations majeures qu'il y a dans le pays. Mais quand même, on a su frayer un chemin pour offrir aux Congolais, mais aussi à la communauté francophone, par ricocher aussi le monde, ces jeux-là, avec une telle image qu'on a renvoyée dans le monde par rapport à la cérémonie d'ouverture. Donc c'était un jeu de l'espoir, ça remet de l'espoir aux Congolais. Comme je l'ai dit ici, ça a redonné encore aux Congolais la fierté d'être
d'appartenir à cette nation qui est la République démocratique du Congo. Donc c'était un jeu de l'espoir et il fallait le faire, je crois. Patrick Lungai, Fiston Leko, vient de souligner qu'il fallait le faire, c'est un jeu de l'espoir. Mais beaucoup pensaient que c'est l'argent dépensé, les millions de dollars qu'on a dépensés, on pouvait les affecter à d'autres charges et pour répondre aux différents besoins pressants de la population congolaise. Mais le gouvernement a pensé qu'il était impérieux d'organiser ces jeux. Non, je crois que le combat pour changer le changement de narratif, c'est ça, justement, changer l'image qu'on peut avoir du Congo. Je crois que les infrastructures qu'on a mis en place, que le gouvernement a mis en place, en tout cas, c'est pas à mon avis, ce ne sera pas des éléphants blancs, comme on dit. Donc, c'est pourquoi, ailleurs, on parle d'industrie du sport. Donc, le sport, c'est une industrie qui doit générer aussi de l'argent. Commerciale. Voilà, donc qui doit générer aussi de l'argent. Donc, je crois qu'on peut partir de cet événement-là pour nous regarder maintenant autrement et repenser les choses autrement et faire en sorte que, par exemple, les arts martiaux commencent à être on va dire, une industrie qui peut attirer et qui peut générer de l'argent. On peut faire en sorte que le football qui est désorganisé depuis 3, 4, 5 ans maintenant, que ça redevienne le foot qui attire et qui attire des sponsors qui vont amener de l'argent. Donc, je crois que ce ne sera pas des infrastructures éléphants blancs, comme on dit. À mon avis, il est venu le temps de se donner un rôle en Afrique, bien dans le concert de nations. Parce que quand vous regardez bien, il y a des nations qui se donnent de rôle. Par exemple, si vous prenez, je ne veux pas le citer, parce que un pays à côté de chez nous, il s'est donné le rôle de quelqu'un qui a organisé son armée pour combattre les poches d'insécurité dans le monde. Vous voyez, ils sont par exemple en Centrafrique, ils vont au Mozambique combattre le terrorisme. Et ces gens-là, même quand vous les dénoncez pour leurs méfaits, quand la communauté internationale, entre guillemets, regarde, il ne peut pas sanctionner totalement parce qu'en quelque sorte, dans la région, ce pays-là est considéré comme un allié crédible. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné le rôle de combattre l'insécurité, par exemple. Donc, je crois que nous, en tant que pays, ce n'est pas pour rien que les grands penseurs ont qualifié le Congo de terre de la chanson. Donc, on peut prendre le côté culturel pour être le moteur, en tout cas, de l'Afrique centrale et commencer à attirer des événements, des grands événements. Est-ce que vous savez que, par exemple, en Afrique, il y a Cape Town, mais il y a aussi Kigali qui attire beaucoup de forums internationaux. Et quand les forums internationaux arrivent, c'est des taxes qui sont payées, c'est des business qui sont créés autour des forums qui peuvent concerner par exemple un seul secteur, mais autour de ce forum-là gravitent beaucoup d'autres secteurs économiques. Je crois que c'est maintenant le travail, à mon avis, humblement, que doit faire le gouvernement, donner à Kinshasa ou bien à la République démocratique du Congo le rôle d'un pôle qui attire maintenant les touristes, qui attire les organisateurs des grands événements. C'est toujours faisable. On a vu même le stade Tata Raphaël revêtir sa plus belle robe. Oui, mais ce stade-là peut être touristique parce qu'on a dit le combat du siècle, parce que si vous remontez au XXe siècle, on va vous classer par exemple le meilleur sportif, c'était peut-être Ali, Mohamed Ali. Le meilleur boxeur du siècle. Oui, donc c'est ici au Congo qui reprend sa ceinture. Parce qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de gens ne savent pas. Ali, c'était un Américain, Cassius Clay de son nom. Alors, quand les Américains ont commencé à combattre le Vietnam, par exemple, c'était une guerre qui a été décriée par le tiers-monde, comme on dit. Et c'est en ce moment-là qu'il y a aussi la génération des revendicateurs, comment on appelait les droits civiques. Les droits civiques avec le Martin Luther, Malcolm X. Tout. Voilà. Donc cette période-là, Mohamed Ali, qui s'appelait Cassius Clay, se convertit, donc il adhère à l'islam. Et il a refusé d'aller en Vietnam et il a critiqué ça. Donc, il va être défavorisé. On le déchoit d'abord de son titre. Il était déjà champion du monde de l'époque. Donc, il est resté sans titre. Et on a préparé un autre boxeur noir qui, lui, était à l'aise avec tous les Américains pour le descendre. C'était George Foreman. Maintenant, le fait que Ali vienne au Congo reprenne son titre,
Donc c'était une grande histoire qui s'écrivait en tout cas à l'époque. Donc ce stade-là, c'était un lieu touristique. C'est un lieu touristique. C'est un lieu touristique, il faut le faire. Je crois que le Congo aujourd'hui doit commencer à penser les choses autrement, au-delà de calculs politiques. Et je voudrais même, je ne sais pas si j'ai la voix suffisamment qui porte pour que les autorités ou bien les politiques nous écoutent un peu. Il faut taire les rivalités politiques, laisser passer d'abord cette histoire, on va dire cet événement, et on va peut-être répondre avec nos combats, mais pour l'instant, il s'agit du Congo, et le Congo, je crois que hier, a pris une bonne direction. Fiston, le Congo a pris une bonne direction, comme vient de le dire Patrick Ilunga. On a vu, vous étiez là hier, on a vu qu'aucun incident n'a été déclaré. Pas de casse, pas de cas de vol. Et donc, on peut dire que l'événement va bien se poursuivre aussi. Donc, on peut espérer à cela. Oui, on peut espérer à cela. Il faut dire que le dispositif sécuritaire était très énorme. Le gouvernement congolais, à travers le comité organisateur, avait aussi sollicité les services d'un service de sécurité privée ici au Congo, qui œuvre ici à Kinshasa, c'est connu. On ne va pas citer le nom pour des raisons de publicité, nous sommes des médias. Et voilà, donc les dispositifs sécuritaires étaient très regardants par rapport à tous les détails. Et il faut dire aussi que là où il y a le chef de l'État, il y a la garde républicaine qui entre en jeu. Plus de 4500 policiers les 4500 qui s'étaient déployés par rapport à ça. Et on ne va pas dire que tous les 4500 étaient dans le stade, mais sont là pour l'ensemble des jeux. Et par rapport, ils sont aussi formés, ils ont été formés par un service de sécurité publique de la France et qui a été fait sous la demande de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc du côté sécurité, c'était vraiment impeccable. L'organisation des entrées et des sorties était aussi très bien faite. Donc c'est ce qui a fait qu'on n'ait pas des casses, qu'il n'y ait pas des événements malheureux à côté de la grande fête qu'il y a eu dans la grande marmite, le stade des Martyrs. Je veux rester encore avec vous sur le 3000 athlètes attendus, athlètes et artistes attendus. On en compte une affaire de 2000. De plus de 10 000 qui sont venus à Kinshasa. Et tous les membres de l'OIF n'ont pas été représentés, mais on peut dire plus de la moitié a été représenté. Mais peut-on considérer qu'avec cet événement, la RDC redore son image, et donc une image qui peut être perçue positivement par les autres nations du monde, donc surtout sur le plan diplomatique. Oui, on l'a dit ici. Vous savez, pendant les préparatifs de ces Jeux, à la veille même de l'ouverture, il y a deux gouvernements qui ont déclaré qu'ils ne viendraient pas. C'est le Québec et le Luxembourg, parce que dans l'Organisation internationale de la francophonie, il y a aussi des États fédérés, des États fédérés qui peuvent aussi se porter membres à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le cas de Québec, et l'État du Québec a estimé qu'il n'y avait pas de conditions sécuritaires et sanitaires qui assuraient, et ils ont décidé de ne pas venir. Mais c'est tout le contraire, c'est tout le contraire par rapport à ce que l'on voit. Il faut dire que les athlètes sont logés à l'Unikin, mais tout leur navette est escorté par un motard, mais aussi les dispositifs sécuritaires qui sont derrière. Donc les athlètes sont en sécurité, plus de peur que de mal. La France avait aussi des mêmes inquiétudes, mais les assurances ont été données. D'ailleurs, c'est elle qui a formé, et les médecins qui travaillent déjà pour la prise en charge sanitaire de ces Jeux, mais aussi les policiers. Donc les côtés sécuritaires et sanitaires, comme l'ont soulevé Luxembourg et Québec, ce n'était pas vraiment un problème, et les faits le démontrent. Donc, comme vous avez dit, on l'a dit déjà d'ailleurs ici, ces Jeux, avec cette organisation, nous pensons que ça va redorer l'image, parce que les Jeux est encore en cours, n'est pas encore fini. Ça va prendre fin les 6 août prochains. Donc c'est vraiment un moment pour la République démocratique du Congo, comme le dit le régime en place, de revenir sur la scène internationale avec force, et nous sommes vraiment dans la bonne voie pour le faire. La RDC est sur la bonne voie, Patrick Ilunga. La RDC revient vraiment sur la scène internationale avec une nouvelle image. Mais que gagne-t-elle en organisant ces Jeux? Puisque l'argent a été dépensé, mais sur le plan économique, qu'est-ce que la RDC peut gagner?
Moi, je crois que sur le plan économique, d'abord, si vous voyez un tel événement s'organiser, il y a tout autour, je crois que des sponsors qui vont venir avec de l'argent. Et autour des jeux, il y a d'autres activités qui vont se développer. Ça, c'est peut-être du côté privé. Et si on doit parler d'abord de, on va dire, de flux de voyageurs qu'il y a déjà au niveau de l'aéroport. Vous savez qu'un voyageur qui sort du Congo, il paye forcément une taxe. Donc je crois que l'État va engranger forcément des bénéfices autour de ça. Mais au-delà de l'argent, moi je vois, c'est en tout cas parce que les hommes politiques ont l'habitude de nous pondre un peu des slogans. Là, je suis sûr que c'est vraiment le bon côté de l'histoire hier. En tout cas, vraiment hier, c'était le Congo du bon côté de l'histoire. Vous ne parlez pas comme politique, mais c'est une belle expression. Non, c'est-à-dire que quand les hommes politiques de l'Union sacrée disent être du bon côté de l'histoire, c'est un peu polémique parce qu'ils s'adressent à un camp politique que vous devez quitter là-bas parce que là, ça a été, vous connaissez l'histoire, tout ça, avec tout ce qu'on peut mettre à leur passif, mais de notre côté, nous voulons ce Congo. Nous voulons ce Congo. Mais ça, c'est le discours. Mais hier, on a vu que tout le Congo, en tout cas moi, je n'ai pas vu un seul Congolais qui n'a pas été très content hier. Oui. Donc, parce qu'il y avait le doute. Vous allez voir. Il y avait le doute. Même la francophonie pouvait douter parce que les infrastructures, on les a livrées quand? Un jour, quasiment. Donc, il y avait le doute sécuritaire aussi. Parce que n'oublions pas qu'on était... L'affaire kidnapping. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y aura des coureurs, des cyclistes et tout ça qui vont faire la route. Voilà. Le boulevard Lumumba. Oui, mais il n'y a pas de moins. Ces athlètes qui arrivent ici, c'est toutes ces délégations, une grande partie ont des ambassades ici. Ils savent ce qui se passe. Donc, ils ont dû communiquer le contexte dans lequel on est arrivé. Donc, il y avait un doute général, même nous, même tout le monde, même je crois les autorités. Mais à partir du moment où le début, en tout cas, l'ouverture hier a donné l'impression d'être dans un très grand événement au niveau mondial, on va dire la célébration en grande pompe là, moi, ce qui m'intéresse au-delà de l'argent, parce que quelqu'un qui arrive ici, par exemple, dites-moi, un jeune Canadien, quand il regarde le Congo, il voit quoi? C'est la violence, il regarde la guerre de l'Est. C'est ça que les médias diffusent. Mais pour une fois, quelqu'un à Québec peut s'asseoir, il regarde le Congo avec toutes ces célébrations. On se croirait peut-être en France, on se croirait dans un pays très pacifié, on va dire ça comme ça. Donc, je crois que cette image-là, ça... à mon avis, c'était le plus important. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que je n'ai pas été d'accord que les autorités rappellent à toutes ces délégations que nous sommes en guerre. Non, ces délégations sont forcément informées. Mais ils sont là, ils sont étonnés de l'image qu'ils voient de Kinshasa. Parce que n'oubliez pas, quand vous allez ailleurs, par exemple, pas loin, allez même au Cameroun, on va être étonné de voir qu'un Congolais est là, intellectuel. Il se demande si on a même des universités ici. Donc, pour une fois que les gens arrivent, des milliers de gens qui arrivent, il faut qu'ils ressortent, qu'ils repartent avec l'image d'un Congo qui gagne. Parce que même quand on dit qu'il y a des délégations qui ont boycotté, mais je crois que quand vous regardez même dans l'histoire même des Jeux de la francophonie, vous voyez qu'on nage entre 3000 participants, 2700, 2000. On est dans la fourchette de la normalité. Donc, je crois que ces Jeux, si on réussit en tout cas à le faire sans incident, ce sera un très très grand coup. Et moi, je refuse que les hommes politiques récupèrent ça. C'est vrai que, vous savez que si ça avait échoué, il y en a qui auraient récupéré pour jeter de l'opprobre sur le président de la République. Donc c'est normal que quand ça réussisse, on dise aussi que c'est lui. Mais parce que le politique est clivant, vous voyez. Donc les clivages politiques, c'est ce que je n'aime pas trop. Parce que les hommes politiques, ils sont comme ça. Ils vont vouloir... récupérer parce qu'on est à quelques mois des élections. Et le président de la République, c'était quand même un grand challenge parce que des élections, vous savez, ça coûte cher. Ça coûte cher pour un pays qui n'a pas 10 milliards de budget en termes de ressources propres et dépenser plus d'1 milliard pour les élections, ça coûte cher. Il y a 45 millions d'électeurs qui étaient déjà à enrôler. Donc,
l'événement de la francophonie, c'était comme un luxe. Mais à partir du moment où ça a réussi, c'est un grand coup. C'est un grand coup, comme vient de le dire Patrick Ilunga. Voilà, nous poursuivons ces émissions, Fiston l'écho, avant que nous passions au deuxième thème. La francophonie est fondée sur le principe de l'unité dans la diversité. Elle est donc, cette grande organisation, elle est donc constituée de pays, de peuples de différentes cultures, parlant une même langue, la langue française. Et pour vous, qu'est-ce que cela symbolise? Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord revenir sur ce que vous avez posé, ajouter à ce que M. c'est que gagne Patrick Ilunga gagne la RDC. Il faut dire que d'abord, ces Jeux de la francophonie devraient avoir lieu en 2021. Et le chef de l'État avait fait la demande, avait formulé la demande officiellement à l'Organisation internationale de la francophonie à travers son conseil permanent et son comité international des Jeux de la francophonie. Et ça devrait s'organiser en 2021. 2021, ça n'a pas tenu. Parce que 2020, l'année 2020 entière était de la COVID. Dans la Covid-19. Il n'y avait pas moyen d'acheter, même de construire, c'était impossible au vu du confinement. L'année 2020, on a sollicité un report et c'était automatique parce que le monde était dans un contexte tel que ça. Et l'année 2022, il s'est posé un problème de financement parce que le Congo n'était pas encore prêt pour les infrastructures. Et en 2023, on a vu ces jeux avec beaucoup d'efforts. On a vu comment le gouvernement s'est décarcassé pour arriver à ça. Bon, en termes d'avantages économiques, M. Patrick a bien expliqué ici les avantages. Il ne faut pas toujours voir l'argent tout de suite. Mais il y a aussi des retombées qui viennent après. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures qu'on n'avait pas avant. Demain, on peut organiser la Coupe Afro-Basket ici. Demain, on peut organiser d'autres jeux. On est maintenant même capable, au vu de ce qui s'est passé d'abord hier, j'ai écouté des Congolais qui disent qu'on peut même organiser les mondiales. C'est-à-dire que vous voyez que quelqu'un arrivé a dit qu'on peut même organiser les mondiales par rapport à ce avec une dose de volonté. Justement. Donc, ce qui s'est passé hier. C'est un peu compliqué. C'est un peu... Mais non, on organise, on peut les faire par exemple avec la Côte d'Ivoire. On commence d'abord avec la Coupe d'Afrique. Justement. Le CHAN, la Coupe d'Afrique. Et puis... Oui, c'est ce que je disais. Donc, on a maintenant les infrastructures. C'est un legs qu'on a. La jeunesse congolaise a maintenant des endroits où il peut s'entraîner, où il peut bien évidemment promouvoir son talent. On a par exemple les Lunikin. Vous voyez la piscine. Je sais que vous êtes des Lunikin, vous savez bien ce que c'est que les Lunikin. La piscine là, depuis 1954, depuis que les Belges nous ont laissé cette piscine, jamais, on a pensé à la rénover. Et c'est avec ces jeux qu'on a eu une piscine même les terrains derrière. On a vu les terrains de football derrière. Mais la crainte, c'est que on va maintenir tout ça. C'est l'intelligence maintenant qu'on doit développer ici au Congo pour entretenir tous ces biens-là. Si vous allez par exemple au stade Vemé, ce qu'il y a là-bas, avec ce qui devrait être le village des jeux où on devrait normalement loger les athlètes et les artistes, c'est énorme. Si vous voyez, c'est énorme. Ça donne vraiment une autre image. C'est vraiment ça, les avantages après ces jeux, parce qu'on parle de l'argent, mais l'investissement, c'est pour nous. M. Patrick ici, Patrick Ilunga a parlé d'autres jeux qu'on peut voir, d'autres événements internationaux qu'on peut avoir après, d'autres concours qu'on peut avoir après, qui peut amener des sponsors, des voyages. Mais il faut dire aussi, il y a, en termes de diplomatique, en termes du tourisme, parce que dans le tourisme, on voit l'hôtellerie, on voit aussi les sites touristiques, on voit beaucoup de choses. Les délégations qui viennent, ce sont des athlètes qui seront logés. Mais les journalistes vont être dans les hôtels. D'autres délégations seront dans des hôtels. Ils doivent se nourrir. Ils doivent faire un tour, découvrir nos Malewa, découvrir nos Ngulu, des Kapela, découvrir nos Kimbuta. Nous avons des parcs ici aussi. Justement, ce sont des Congolais qui gagnent. L'entreprise qui a gagné, par exemple, le marché de la bouffe des artistes et des athlètes, nourrir plus de 2000, 3000 personnes. Elle vient d'ailleurs. Oui, elle vient d'ailleurs, mais je ne pense pas que les intrants viendront totalement de l'extérieur. On va s'approvisionner ici au Congo. Donc, ce sont là des avantages, à mon avis, des avantages économiques qu'on peut ou on tire déjà de ces jeux, sans compter l'image qu'on a renvoyée à l'extérieur. Bon, pour revenir à votre question, moi je pense que les jeux de la francophonie aussi, ici au Congo,
ce n'est pas aussi qu'un événement, ce n'est pas aussi que le sport et la culture, c'est aussi les resserrements là des liens entre le pays d'une communauté, parce qu'une organisation internationale, c'est d'abord une communauté qui poursuit bien évidemment un but. De peuples différents, voilà, de cultures différentes, voilà, mais la langue le réunit. La langue les réunit. Aujourd'hui, on a ajouté une autre thématique très importante, parce que le monde, dans tous les forums internationaux, on tient compte du développement durable, on tient compte du changement, des effets néfastes du changement climatique, on tient compte bien évidemment des solutions à apporter. Et ça, la République démocratique du Congo est encore en pole position. Vous savez, il y a un slogan qui se développe ici au Congo où on parle des pays solutions. Et ça a joué encore en faveur de la République démocratique du Congo. Donc c'est tous les sens que moi je peux donner à ces jeux de la francophonie, mais aussi aux valeurs que défendent l'Organisation internationale de la francophonie. Ça participe justement à l'atteinte de ces objectifs, faire un retrouvail de jeunes francophones, échanger des expériences, et voilà, les contacts est établi encore plus. Je crois que... Quelques mots, puisqu'on doit passer au deuxième sujet. En 30 secondes, je crois que ça symbolise aussi l'avenir de cet idéal qui est la francophonie, parce que la francophonie, ça véhicule toutes les valeurs démocratiques, c'est pas que la langue. Voilà. Et quand vous regardez la République démocratique du Congo, moi je connais pas un seul pays africain qui est plus peuplé que francophone, hein, je veux dire, oui, que la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez en Algérie, par exemple, le français a une concurrence énorme de l'arabe. Vous allez au Maroc, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, par exemple, qui est aussi un pays qui a voulu même se rattacher à la France à un moment donné dans les années 60, mais le Gabon va s'ouvrir aussi à l'anglais. Donc, le Congo, comme nous avons d'abord une seule langue administrative, une seule langue officielle, comme on a dit, donc c'est l'avenir aussi de la langue française, c'est ici au Congo. Bon, c'est aussi au Sénégal, c'est aussi dans d'autres pays, mais ici, comme on a un pays très peuplé, donc on va être l'avenir du Congo. Dépasser même l'Europe, parce qu'en Europe, je ne pense pas qu'il y a 5 pays qui parlent français, à moins que je me trompe. Donc, oui, c'est aussi le cœur de la francophonie. Ses valeurs. L'avenir de la francophonie, c'est aussi en République démocratique du Congo. Nous avons suivi le lancement de ces grands événements qui a été diffusé partout dans le monde et aussi par le concours de grandes chaînes internationales. Voilà, c'en est fini pour ces premiers sujets. Nous allons passer au deuxième. Le deuxième, ça porte sur les sommets Russie-Afrique. Avant d'aborder ces sujets, nous allons suivre la clôture la cérémonie des clôtures de ces grands sommets, de cette deuxième édition du sommet Russie-Afrique. Voilà, suivant, et puis on revient. C'est l'appel du pied ultime de Vladimir Poutine aux pays africains. Au cours du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, le maître du Kremlin a multiplié les grands discours et tenté de se présenter en partenaire incontournable. La Russie continuera à apporter une contribution réelle à la résolution des crises actuelles et à la prévention de l'émergence de nouveaux foyers de tension sur le continent, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les pandémies et la faim, et à la résolution des problèmes de sécurité environnementale, alimentaire et informatique. Sujet clé du sommet, les exportations de céréales vers le continent, au cœur des inquiétudes après la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes le 17 juin dernier. Selon l'ONU, 15 pays ont acheté plus de 50% de leurs céréales en Russie ou en Ukraine. Moscou affirme pouvoir remplacer totalement Kiev dans la région. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Rassurer les délégations invitées, mais aussi renforcer les investissements sur le continent, notamment dans le nucléaire, les hydrocarbures et l'armement. Ces dernières années, la Russie a décroché des contrats stratégiques au Mozambique, en Égypte ou en Ouganda. Selon le dernier rapport du CIPRI, Moscou est même devenu le premier vendeur d'armes en Afrique subsaharienne. Nous achetons beaucoup d'équipements militaires russes et cela nous a beaucoup aidé à nous stabiliser.
C'est pourquoi l'Ouganda est un îlot de paix dans cette partie du monde. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité des délégations présentes. Le dirigeant russe a d'ailleurs accusé les pays occidentaux de saboter les initiatives de paix en refusant de négocier des garanties de sécurité pour Moscou. Voilà, merci la régie pour cet élément qui nous a présenté la cérémonie de clôture du sommet Russie-Afrique. C'est un sommet qui a débuté le 27 juillet et s'est clôturé le 28 juillet toujours avec une note satisfaisante. Tout s'est bien déroulé. Les sommets a réuni 49 pays africains sur 54 et sur ces 49 pays, 17 ont été représentés par des chefs d'État et aussi de représentants de chefs d'État. Pour le compte de la République démocratique du Congo, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, celui qui a représenté le président de la République, Félix Tshisekedi, retenu ici à Kinshasa pour le 9e jeu de la francophonie. Fiston Oleko, vous avez suivi aussi ces sommets. Le président de la République a été à la première édition. Cette fois-ci, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Déjà, quelle lecture faites-vous de ces sommets? De voir la Russie reconfigurer ses relations avec les États africains. Merci beaucoup, Jojo Moulamba. Et il faut dire que ces sommets sont organisés. Nous sommes à la deuxième édition, dans un contexte que le monde qui est connu de tous, c'est de notoriété universelle. C'est que la Russie, aujourd'hui, les contextes dans lesquels elle évolue, avec ces conflits avec les Occidentaux, avec l'Ukraine, avec les Occidentaux, et veut se rassurer du soutien, ou veut vraiment créer aussi un groupe d'États, surtout africains, qui peuvent être son soutien, qui peuvent être aussi ses alliés sur qui il peut compter. Voilà pourquoi l'année passée, son ministre des Affaires étrangères a fait la tournée. Sergei Lavrov a fait la tournée de beaucoup de pays ici africains. Ça n'est suivi d'ailleurs de la tournée d'Anthony Blinken et Macron. Et voilà, donc c'est dans un contexte de conflit avec lui et entre lui et les Occidentaux par le truchement bien évidemment de l'Ukraine. Et il veut gagner du terrain ici en Afrique. Vous savez l'histoire du Mali, vous savez justement l'histoire Burkina Faso, la République centrafricaine. Donc voilà, c'est dans cette logique-là. Mais dans ça, moi je pense que l'Afrique ne doit pas aussi se laisser aller. Il doit savoir ses intérêts et doit savoir ses priorités. Parce que c'est une question aussi des rapports de force. On ne va pas dire que la Russie vient en Afrique parce qu'il veut seulement venir. Elle voit ses intérêts. Et l'Afrique aussi doit voir ses intérêts et être ferme sur ce point-là. Là, on a des décisions ou des nouvelles mesures ont été annoncées, l'envoi des céréales, l'envoi d'autres choses. Donc voilà, la Russie est dans cette logique-là et c'est à l'Afrique de pouvoir savoir gérer. Ça ne soit pas que vous quittez d'une tutelle pour aller vers une autre, mais que ça soit des relations qui doivent être comme on dit toujours, bien que c'est toujours difficile dans la pratique, gagnant-gagnant. Patrick Ilunga, on a suivi ces sommets. Le président russe a réuni plusieurs chefs d'État. C'était en fait vraiment une offensive diplomatique de charme, voire de séduction même. Et il a promis même de céréales à 6 pays africains. Ces céréales seront livrées gratuitement. Et peut-on considérer avec cette nouvelle configuration de relations que l'Afrique aujourd'hui a un partenaire aussi important qui le respecte et qui ne la considère pas comme un vassal? Non. Il ne faut pas se tromper. L'Afrique sera le dindon de la farce, comme toujours. Parce que l'Afrique, c'est un peu le mouton qu'on tire de partout. Parce que l'Afrique, c'est quand même un continent, n'est-ce pas?
Oui. Et en droit international, même un pays comme le Djibouti, en droit international, le président de Djibouti regarde Vladimir Poutine comme son homologue, n'est-ce pas? Mais comment expliquer? C'est un seul président qui invite tout le continent. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique, États-Unis-Afrique, France-Afrique, c'est d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, à partir du moment où vous voyez déjà cette configuration-là, dites-vous qu'on est dans d'une relation inégalitaire, parce que, voilà, le contexte, moi, il me rappelle déjà la guerre froide. On est vraiment dedans. Mais lorsqu'il plaide pour un monde multipolaire, non, multipolaire, ça veut dire simplement qu'il veut contester la superpuissance des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis se disent c'est d'abord moi et les autres. Et quelle alternative qu'il donne? C'est lui, en fait. Voilà. C'est comme ça. Donc, il veut simplement se positionner. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les pays de l'OTAN, ça ne marche pas. Ils sont carrément ennemis. Donc, il recherche des alliés. Et des alliés, quand vous les regardez, par exemple, au premier sommet, il avait été convenu qu'il fallait accroître les échanges économiques. On en est à combien de pourcentage? Quand vous regardez, en 2022, ça atteint les échanges commerciaux en 20 milliards de dollars américains. Mais quand vous regardez la Chine, la Chine va totaliser 300 milliards de dollars avec l'Afrique. Si vous citez la Chine, on va citer aussi les États-Unis. Mais les États-Unis sont plus malins. Parce qu'ici, au Congo, ils vous disent par exemple que non, nous sommes vos partenaires privilégiés. Mais ça veut dire quoi, partenaires privilégiés? Nous, on a été plusieurs fois malmenés ici parce qu'on ne pouvait pas acheter des armes, parce qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais les États-Unis, nos partenaires privilégiés, qu'est-ce que vous faites? Pendant que vous vous dites partenaires privilégiés, vous soutenez nos ennemis fortement. Pourquoi? Donc, encore une fois, on risque d'être le dénon de la farce parce que, bon, la Russie est dans la logique de gagner on va dire, des zones d'influence. Vous ne pensez pas qu'il y a une logique égalitaire Non, c'est que la logique égalitaire n'existe pas parce qu'à partir du moment où... Vous savez que le premier sommet, c'était autour de 40 chefs d'État. Cette fois-ci, c'est la moitié. Est-ce qu'entre-temps, vous savez ce qui se passe? Il y a la pression. Il se murmure qu'il y a la pression. Il y a la pression. Il se murmure qu'il y a la pression. Si vous allez là-bas et nous on rend occidentale. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes que utilisé comme instrument des grandes puissances. Vous n'avez pas une voix. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'on vous propose? C'est le céréal. Non, il n'y a pas que le céréal. Non. On a suivi le président Museveni. Non. Les chefs d'État, avec Macky Sall comme président de l'Union africaine à l'époque, sont allés en Russie pour plaider que... Non, mais ouvrez les voies pour que nous, on ait les céréales. Et je crois l'accord qui a été signé entre l'Ukraine et la Russie, c'était aussi pour que le Sud, c'est-à-dire nous autres là, on reçoive ces céréales-là et ces céréales-là. Donc, aujourd'hui, Vladimir Poutine, ayant compris que vous avez d'abord des besoins primaires, il vous dit, bon, tiens, l'appât est là, c'est 50 000 tonnes. C'est 6 pays, c'est pas tout le pays. Donc, c'est-à-dire que, quand vous voyez tous ces présidents qui se sont alignés là-bas, c'est des gens qui ont la main tendue, entre guillemets. Vous avez suivi le président du Burkina Faso. Donc, l'Afrique, encore une fois, moi, je crains qu'elle se retrouve là, utilisée comme simple instrument, et qu'elle n'ait pas une voix qui porte. Voyez-vous. Fiston Leko, est-ce que vous partagez aussi ces points de vue selon lesquels c'était un sommet de la bouffe? Oui, déjà la configuration. Alors qu'on a parlé sécurité aussi. Quand vous voyez déjà la configuration, ici Patrick Lungala a si bien dit, c'est la France-Afrique, vous n'aurez jamais entendu la RDC, l'Europe, jamais. La RDC, l'Amérique, jamais. Même l'Asie, on ne peut pas oser. Ça va commencer où et comment? Donc le rapport de force est tel que l'Afrique est toujours comme ça, tirée de toutes parts pour... essayer un peu faire le main basse sur elle et tout ça. Donc, je pense que la logique est la même. C'est justement les tuteurs qui changent. La logique est la même. Ce sont des mêmes pratiques qu'on a
qu'on a toujours vécu avec l'Occident. Est-ce qu'on peut refuser une aide puisqu'elle va aider comment on va refuser pendant que nous avons des besoins énormes? Nous avons des besoins énormes en tout et pour tout. On a parlé ici des céréales, ça c'est la bouffe, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres besoins. La sécurité, donc tout ça, nous ne sommes pas capables de décider par nous-mêmes. Mais beaucoup de pays sont satisfaits aujourd'hui par les réponses sécuritaires apportées par la Russie. Beaucoup de pays africains. Justement, ça c'est la réponse. L'Ouganda est satisfait. Vous parlez de l'Ouganda. Écoutez, pour quelle fin? Aujourd'hui, l'insécurité n'est pas finie totalement au Mali. Vous êtes conscient que moi, mais la Russie est là depuis plusieurs années. Mais les grandes poches de résistance est-ce que la sécurité... Aujourd'hui, on peut dire que le Mali est totalement en sécurité avec la Russie. Il y a quelques poches de voilà. Même ici en Ouganda. Ce qui n'était pas le cas avec la force Barkhane. Vous parlez de l'Ouganda. Est-ce que la sécurité est totalement rétablie à l'Ouganda? Pas plus tard qu'hier, on a entendu des tueries ici en Ouganda avec qu'on a attribué les EDF qui ont tué où est la Russie. Donc, moi je pense. Le cas des tueries, c'est un peu partout. Les émeutes. Mais oui, mais ce sont des mêmes personnes qui tuaient avant la Russie, qui tuent encore avec la Russie. Donc, moi je pense que l'Afrique doit se poser des questions autour d'elle-même, sur elle-même, pour pouvoir trouver des réponses à ces problèmes. Et par exemple, on parle des céréales. C'est un tout petit peu se moquer de l'Afrique, mais bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? La conjoncture est telle qu'elle est là. Et le rapport de force, c'est toujours qui l'emporte, les Occidentaux ou les Orientaux, on peut les appeler comme ça. Donc, l'Afrique est toujours entre les intérêts. Et moi, je ne pense pas que la période de la main basse va finir d'ici peu. Voilà, Piston Leko pense que la période de la main basse va finir d'ici peu. Mais Patrick Lunga, ça va être la dernière question. Maintenant que, puisque notre État a été représenté par le vice-premier ministre, ministre des Affaires, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, des accords ont été signés. On a aussi des accords militaires même. Mais concrètement, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut, la RDC peut attendre de la Russie, ou bien comment peut se comporter la relation entre la RDC et la Russie? Moi, je crois que les autorités, dans le chef des autorités, la tentation est grande pour avoir la Russie comme un grand allié, en tout cas dans le domaine sécuritaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Jean-Pierre Bemba, il y avait aussi Gilbert Kabanda, qui est allé aussi en Russie. On l'a vu même toucher les armes, tout ça. Donc, il y a cette tentation d'avoir vraiment avec la Russie une coopération militaire qui soit très, très poussée. Mais bon, on va attendre voir, hein, parce qu'entre-temps, Fiston a rappelé tout à l'heure que lorsque, je ne sais pas si c'était vous ou Fiston, l'année passée, pendant que Blinken arrivait, et il y avait une autre envoyée, je crois, des États-Unis aussi qui a fait l'Afrique de l'Est. Blinken est arrivé via l'Afrique du Sud, mais Sergei Lavrov a fait presque le même itinéraire aussi. Il a fait jusqu'en Ouganda, jusqu'en Congo-Brazzaville ici. Donc, on est dans la logique de chacun veut avoir son précaré, mais entre-temps, si vous êtes considéré, vous la RDC, vous êtes considéré comme pays très stratégique dans la région, parce qu'on est en même temps en SADC, Afrique centrale, Afrique de l'Est, donc vous ne pouvez pas basculer aussi facilement des gens de l'OTAN vers la Russie, sans vous créer des soucis. Bon, parce que nous, on sent simplement qu'il y a une sorte de pression. Parce que Anthony Blinken et même les autorités américaines l'ont dit, ne vous faites pas berner par la Russie. Ils répètent ça, ne vous faites pas berner par la Chine et la Russie. Et moi, je vois mal nos autorités... Pendant qu'ils font quoi? Oui, c'est ça. C'est là que je dis que la tentation doit être grande du côté des autorités de basculer en tout cas vers la Russie. Mais attendons de voir. Voilà, c'est par ces réponses, par ces belles analyses que nous allons mettre un terme à votre émission Géopresse. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin des Géopresse qui s'est intéressé essentiellement sur deux sujets importants, le 9e jeu de la francophonie et les sommets Russie-Afrique. Merci pour votre aimable attention. Merci aussi aux deux journalistes, Patrick Ilunga, Fiston Leko, d'avoir été là. Fidèles téléspectateurs, nous vous retrouvons très prochainement dans un autre numéro avec le même plaisir.